L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Guy Simard Auto fait la vente et l'achat de voitures usagées, la réparation de toute marque de voiture, garantie ou non par le fabricant, la vente et l'installation de pneus, changement d'huile à très bas prix et quoi encore. Guy Simard Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 281-5611. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet. Fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fier partenaire de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette émission du 20 juillet, alors que c'est Bonjour Côte-du-Sud en vacances. Donc, on vous présentera les meilleurs moments jusqu'au 31 juillet, les meilleurs moments de ce qu'on vous a présenté au cours de l'année. Donc, on reçoit les gens de la MRC de Montmagny qui viendront nous parler de l'importance des différents bacs, brun, bleu et vert. On aura également ma municipalité, ma fierté, avec Berthier-sur-Mer et également les belles histoires, alors qu'on vous racontera l'histoire de Promutuel. Je vous souhaite une excellente émission. Ma prochaine invitée, vous savez, là, vous voyez la couleur, vous voyez les bacs. On se trouve actuellement chez Mme Aurélie Bousquet, qui a bien accepté de nous prêter ces bacs pour qu'on puisse enfin vous expliquer à quoi servent les bacs verts, bleus, et là, depuis après les fêtes, le bac brun, parce que là, je pense que tout le monde on est un peu mêlé. Et là, on va vous expliquer exactement à quoi ça sert, puis qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, parce qu'on a des gens spécialisés qui vont vraiment nous expliquer. La deuxième partie sera avec Myriam Bélanger, justement, pour nous expliquer ce qu'on met dans chacun des bacs pour bien vous informer. Maintenant, j'ai avec moi la technicienne en environnement de la MRC de Montmagny, Lucie Lacasse. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, et vous? Oui. Occupé? Très occupé. Oui, hein? L'environnement, ça occupe? Ah oui, absolument. Expliquez-nous exactement, technicienne en environnement, ça fait quoi la MRC de Montmagny? En fait, moi, au niveau de la MRC, je couvre 3 volets, incluant la gestion des matières résiduelles. Donc, en ce qui concerne la gestion des matières résiduelles, je m'occupe de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles. Donc, chaque MRC du Québec doit adopter un plan de gestion des matières résiduelles en vertu de la politique de gestion des matières résiduelles du gouvernement du Québec. Dans ce plan-là, on a défini plusieurs mesures qui doivent être mises de l'avant pour répondre aux objectifs gouvernementaux de recyclage, de réduction de matières envoyées à l'enfouissement. Puis au niveau des différents types de matières, donc les matières qui sont recyclables, les matières organiques, donc tout ce qu'on peut trouver sur notre territoire, les résidus domestiques dangereux, le matériel informatique, entre autres. Bon. Est-ce que les gens suivent bien le plan? Parce que vous imposez un plan, mais est-ce que les gens, est-ce que la population, je pense que le vert, c'est pas compliqué. Ça devient plus compliqué quand on arrive avec le bleu, puis là, avec le brun. Mais est-ce que les gens comprennent bien l'importance de chacun des bacs? C'est sûr qu'il y a toujours de la sensibilisation à faire. Je vous dirais, côté recyclage, comme là, cette année, on a engagé Mme Myriam Bélanger à titre d'agente de sensibilisation en environnement pour agir, là, faire des inspections de bacs de recyclage parce qu'on a observé une diminution du taux de matière collectée au cours des dernières années. Donc, c'est pourquoi on veut sensibiliser les gens à faire un meilleur tri là, de leur matière recyclable. Puis sinon, au niveau du bac brun, c'est encore relativement nouveau là, sur notre territoire.
Il y a la municipalité de Berthier-sur-Mer qui l'a déjà instauré depuis quelques années et la ville de Montmagny qui l'ont instauré, là, qui ont commencé la collecte cette année en 2020. Berthier l'ont eu avant nous autres? Oui. Ah oui? Oui, OK. oui. Qu'est-ce qui fait que vous avez amené le bac brun? Parce que, bon, il me semble que ça allait bien avec 2 bacs, là. Ce qu'on veut, d'abord, moi, ce que j'ai bien compris, c'est qu'on veut diminuer les ordures. On veut diminuer, dites-moi le bon mot, là, le bon nom, mais Ouais, on veut diminuer la quantité de déchets envoyés à l'enfouissement. Bon, c'est ça que je voulais dire. Par différents moyens. Entre autres, donc, ce qui nous a mené au projet de bac brun, c'est qu'au niveau de la politique de gestion des matières résiduelles, les MRC ont certaines obligations. Entre autres, d'ici 2022, on doit éliminer complètement de l'enfouissement les matières organiques. Donc, il y a plusieurs projets là, qui sont pensés en ce moment. Qu'est-ce que vous entendez par matière organique? Juste donner quelques exemples. Matière organique, c'est tout ce qui est putrescible. Donc, on parle des matières vertes, on parle des résidus alimentaires, on parle des cartons souillés, on parle des restes de légumes, tout ça. Donc, tout ce qui se décompose et qui peut se transformer en compost. Là. OK. Alors ça, on voudrait éliminer ça des centres d'enfouissement. Oui. En fait, puis la raison pourquoi on veut éliminer ça des centres d'enfouissement, c'est que c'est très polluant. Quand on va enfouir ces matières-là, en fait, il faut savoir que dans un lieu d'enfouissement technique, les déchets sont compactés à son maximum, tellement qu'il n'y a plus d'air au niveau des matières là, quand on laisse les cellules là, compactées. Puis, ça crée de la pollution, étant donné que la pluie qui va tomber sur ces cellules-là va ruisseler à travers les déchets. Ça va créer du lixivia, qu'on appelle. Donc, c'est un liquide qui est très toxique. Ça, c'est principalement dû là, à la présence de matières organiques dans les déchets. Et il y a émission de gaz à effet de serre également, là, avec la décomposition oui, ça va sans jusque-là. oxygène des matières organiques. OK. Puis aussi, c'est que, en fait, en réalité, c'est pas un déchet. Il faut le voir comme une ressource parce que le compost qui est produit avec ces matières-là, bien, c'est une matière qui est très, très riche, qu'on peut utiliser. Les gens achètent du compost pour faire du jardinage. Donc, si on peut le produire chez nous, bien, c'est merveilleux. Utilisons les ressources qu'on a chez nous là, pour réduire nos déchets là, envoyés au site d'enfouissement. Là. Est-ce que vous croyez qu'un jour, on va éliminer les sites d'enfouissement? Est-ce qu'on peut en arriver là un jour? Non. Non? Je ne penserais pas. Je rêve. Bien, il y a plusieurs matières qui vont être interdites là, d'enfouissement. Mais de là à dire qu'on va vraiment éliminer les sites d'enfouissement, je pense que ça serait une belle utopie là, de penser qu'on va en arriver là. C'est sûr que des citoyens qui ont accès à ces 3 bacs-là, en bout de ligne, il reste vraiment plus beaucoup d'éléments là, qu'on met dans le bac vert. Donc, c'est assez positif là, quant à la quantité de déchets qui est envoyée à l'enfouissement, mais il va quand même rester encore des matières là, qu'on doit envoyer à l'enfouissement qui ne sont pas recyclables ou valorisables là, à titre de compostage. Mais est-ce que ça commence à paraître que le bac vert, il n'y a presque plus rien dedans? Bien, c'est sûr que ça fait pas tellement longtemps là, que le bac brun est mis en place. Non, mais déjà, depuis que le bac bleu est là, ça fait combien de temps le bac bleu? Le bac bleu, si je ne me trompe pas, autour de 2002 là, que ça a été mis en place. OK, ça ferait 8 ans à peu près? À peu près, oui. OK. Et est-ce que ça commence à paraître? Là? Je sais que le bac brun vient d'arriver, je comprends, mais depuis que le bac bleu est arrivé, ça a changé beaucoup. Bien, c'est là qu'on se rend compte qu'on jetait beaucoup de choses qui sont aujourd'hui récupérables. Bien, il y a eu une adaptation au niveau des citoyens, il y a eu une adaptation au niveau des entreprises aussi qui produisent des emballages qui vont au recyclage. C'est-à-dire que de plus en plus, les entreprises vont adapter leur emballage pour que ce soit moins lourd, plus facilement recyclable. Donc, on observe une diminution générale au Québec là, pas du volume, là, mais du poids de matière collectée parce que, c'est ça, les emballages sont plus légers, c'est plus adapté là, au recyclage. Par contre, c'est sûr qu'il reste toujours de la sensibilisation à faire au niveau du citoyen. Nous, ici, à la MRC Montmagny, donc c'est pour ça qu'on a engagé une agente de sensibilisation pour l'été, parce qu'on a observé une diminution de matière recyclable collectée là, au niveau de la MRC. Ça peut être en partie expliqué par le fait que les emballages sont plus légers, que les emballages sont plus adaptés. Donc,
sont moins volumineuses, mais il y a aussi un côté sensibilisation là, qu'on doit accroître là, au niveau du citoyen pour essayer d'avoir un meilleur tri là, au niveau des matières résiduelles. Là. Est-ce qu'on veut diminuer aussi le contenu dans le bac blanc en le mettant dans le bac brun? Est-ce que c'est l'objectif? En fait, on va y aller au niveau de la hiérarchie des 3 RV. Là. En fait, ce qu'on veut en premier, c'est réduire notre utilisation. Ensuite, on veut recycler, on veut réutiliser et valoriser. Donc, ce qu'on veut en premier, ça va être de recycler, parce que tout ce qu'on met dans notre bac de recyclage, tout ce qui est de bonne qualité, qui va être réutilisé là, auprès des centres de tri, bien, ça va servir à refaire d'autres matières. Donc, ce qu'on veut en premier, c'est y aller avec cette option-là. Et là, récemment, on nous disait qu'il y avait trop de recyclage, qu'on ne savait plus où mettre le recyclage. Est-ce que ça peut devenir un autre problème? Là, on vide les sites d'enfouissement, puis là, on recycle trop, puis on ne sait plus où les mettre. Est-ce que ça aussi, ça va devenir un problème? Bien, c'est sûr que ça dépend des régions. Là. Il y a certaines régions, en effet, là, qui ont des problèmes au niveau d'amoncellement de recyclage. Mais nous, ici, à la MRC-Montmagny, le recycleur avec qui on fait affaire, en ce moment, on n'a pas de problème. Qui est VIA à Lévis? Société VIA, oui. Oui. Et ça se passe bien? Il n'y a pas de problème? Pour l'instant, oui, ça se passe bien. OK. Donc, il faut travailler pour sensibiliser la population, c'est, je pense, Oui, absolument. Puis, c'est ça, ce qu'on veut, donc, en premier, c'est d'avoir un bon tri au niveau du recyclage. Puis, ensuite, s'il y a des matières, par exemple, le carton. Donc, le carton, on va prioriser de le mettre au recyclage. Mais si on a un carton qui est souillé, par exemple, une boîte de pizza qui est très imbibée, bien là, on peut la mettre dans le bac brun. Là. Merci beaucoup, Lucie Lacasse. Dans quelques instants, on va vous démontrer avec Myriam Bélanger ce qu'il faut mettre et ne pas mettre dans chacun des bacs. Mais on a appris beaucoup là, votre rôle et l'importance de la récupération, mais l'importance de l'environnement. Je pense que c'est l'environnement aujourd'hui, c'est le mot-clé. Il faut faire attention à notre chez nous et à notre planète. Bien, les gens sont de plus sensibilisés, de plus en plus, puis je pense que ça va de soi qu'on s'adapte, puis on a beaucoup de commentaires positifs là, par rapport à l'ajout de la 3e collecte sur le territoire. Merci beaucoup. Lucie Lacasse, qui est technicienne en environnement de la MRC Montmagny. Merci beaucoup. Dans quelques instants, Myriam Bélanger est avec nous pour nous parler de ce qu'on doit mettre. Tu voulais me parler, Victor? Il nous faut une entrevue. Un trafiquant de drogue canadien. Il a été arrêté à Bangkok. Un important réseau de trafic d'héroïne a été démantelé. Tout est dans le communiqué de presse. Il n'y a rien dans le communiqué de presse. C'était une opération illégale. C'est eux qui ont payé. Qui a payé pour tout ça? Les agents fédéraux, c'est eux qui ont tout payé. Parle d'héroïne pure importée en Colombie-Britannique. Je veux plus y aller. Tu le fais ou je t'écorche vivant, est-ce que c'est clair? Ils m'ont fait des menaces! Comme le cancer du côlon est silencieux et est souvent sans symptômes apparents, je vous invite à faire du bruit avec moi durant le mois de sensibilisation. Brisons les tabous, parlons de prévention, parlons de dépistage. Vous avez peut-être un proche de 50 ans et plus qui ne connaît pas encore le test de dépistage qui se fait à la maison. Et grâce à vous, il va peut-être en parler à son médecin. C'est comme ça qu'on augmentera les chances de survie. Ensemble, faisons du bruit. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. La Pointe Auto, votre concessionnaire Chrysler, Dodge, Jeep Ram à Montmagny est heureux d'annoncer l'arrivée de la marque Fiat. Venez voir la Fiat 124 Spider décapotable, où luxe, italien et technologie innovatrice ne font qu'un. Fiat, maintenant chez La Pointe Auto, boulevard Taché-Ouest, Montmagny, 248-8899. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Donc, tel que promis, on a avec nous Myriam Bélanger, qui est responsable de la sensibilisation à l'environnement. Exactement. C'est correct? Oui. Bon. Oui. Bonjour Myriam. Allô? Myriam, ton travail consiste en quoi exactement? Ben, en fait, je m'en vais un peu partout sur les 14 municipalités du territoire, puis je vérifie les bacs bruns et bleus. Je vérifie le contenu, je vais juste ouvrir. Je regarde. Tu fouilles pas dedans? Je fouille pas dedans. Okay. Je passe pas une demi-heure à checker tous les éléments, là. Mais je vérifie, je laisse un accroche-porte. Si jamais il y a quelque chose qui marche pas, à ce moment-là, ben moi, je fais juste indiquer, donner une précision. Puis ça, c'est pas dans le but de taper ses doigts ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus pour sensibiliser les gens, pour les outiller à mieux faire le recyclage et tout ça. Bon, ça fait déjà quelques semaines que tu fais le travail? Oui, quand même. Comment ça se passe? Ça se passe vraiment bien. Ouais. En général, les gens réagissent super bien, ils sont super contents
que je vienne les aider là-dedans. Puis moi, ça me fait plaisir. Fait que, ouais, ça se passe quand même bien. Là. Bon. Et qu'est-ce que tu as remarqué comme problème, comme anomalie? Qu'est-ce que les gens font moins bien? Parce que ça, c'est une façon aussi d'informer la population. Oui, bien oui, évidemment. Parce que le bac brun, c'est pas évident, là. Non, c'est ça. Le bac bleu non plus, des fois, c'est pas toujours facile. On se demande, bon, est-ce que ça y va, est-ce que ça y va pas? Par exemple, j'ai vu des cintres, que ce soit en fer ou en plastique. À ce moment-là, ça y va pas. En fait, ce qui se retrouve quand même le plus souvent, c'est le plastique qui n'a pas de numéro. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un élément de plastique, souvent, par exemple, une bouteille d'eau. On va regarder en dessous, c'est souvent en dessous, il y a l'insigne recyclable et un numéro dedans. Ce qui est accepté, dans le fond, nous, sur le territoire de Montmagny, c'est de 1 à 7, sauf le 6. Le 6, c'est un peu comme, par exemple, si vous achetez de la viande à l'épicerie, ou des fois, c'est sur les légumes. Ça ressemble un peu à de la matière, un peu comme du styromousse. À ce moment-là, ça ne sera pas accepté, ça va aller plus dans les déchets. Mais sinon, à part de ça, bon, de 1 à 7, un triangle en dessous de la bouteille, mais pas 6. Pas 6. De 1 à 7, 1 à 7, mais pas 6. Exactement. OK. C'est compliqué, hein? Bien, oui, c'est pour ça que c'est ça l'importance un peu, je crois, de mon poste, c'est que ça devient parfois mélangeant, puis c'est normal parce que des fois, on se dit, hey, je sais pas trop. Fait que d'avoir un petit rappel, ça fait jamais de tort, là, en soi. Là. Rapidement, parce que moi, j'aimerais ça que tu nous expliques chacun des bacs. Oui. Rapidement, qu'est-ce que tu as remarqué aussi, là, qui est pas correct, là, qui n'est pas normal, qu'on fait pas bien, là? Bien, en fait, les gens, je pense que certains ne sont pas toujours au courant des bacs. Par exemple, les conteneurs de l'élan collectif. C'est là que vous pourrez mettre, par exemple, vos souliers. Les vêtements, tout ce qui est tapis, tout ce qui est textile, finalement. Ça ne va pas dans aucun bac? Non, c'est ça. Dans chaque municipalité, il y a un conteneur de l'élan collectif qui se retrouve, sauf à Sainte-Euphémie. Si je ne me trompe pas, eux, ça serait plutôt d'aller voir à Notre-Dame-du-Rosaire ou à Saint-Paul à ce moment-ci. Sinon, c'est les résidus domestiques dangereux, comme les pots de peinture vides. Ça va aller plus à l'éco-centre, par exemple, à Montmagny. Sinon, tous les garages municipaux, appelez votre municipalité si vous n'êtes pas au courant, si vous doutez que ça s'en va. Par exemple, pour de peinture, il y a souvent des centres de RDD, là, les résidus domestiques dangereux. Ça va se mettre là-dedans à ce moment-là. OK. Maintenant, explique-nous là, le bac brun. Bien, le bac brun, en fait, c'est toutes les matières organiques. Donc, à ce moment-là, c'est avec la nourriture. Donc, les gens pensent parfois qu'on ne peut pas mettre de viande. Vous pouvez, dans le bac brun, domestique, si je ne me trompe pas, ça marche aussi. Litière, cheveux, litière pas agglomérante seulement. Okay. De l'herbe. Donc, vraiment, tout ce qui est matière verte, là, tout ce qui est un peu nourriture, donc pain, des petites branches d'arbres, ça va? Des petites branches d'arbres. Le gazon, quand on fait notre gazon, notre tondeuse? Oui, exactement. Ça peut aller tout là-dedans, les produits laitiers compris. Là, fait que quasiment tout ce qui est organique, les coquilles d'œufs, par exemple, ça va là-dedans. Si ça ne va pas là-dedans, les cartons très souillés, comme Lucie l'a dit, ça va aller là-dedans. S'il n'est presque pas, on va prioriser à ce moment-là le recyclage. Comme une bouteille de lait en carton, ça va là-dedans? Bien, vous pourrez le mettre dans le bac brun. Là. Étant donné que c'est pas lourd ce qu'il y a dedans. Là. Ça dépasse pas... comment je pourrais dire ça? Le poids dépasse pas du contenu. Là. Quand on l'a fini... ça m'amène à une question. Oui. Là, je viens de te dire qu'il y a une bouteille de lait, ça pourrait aller là, puis ça peut aller là. Bien, en fait... Comment on fait pour tout savoir, puis être vraiment, là... Les gens qui veulent vraiment suivre ça à la lettre, là, comment on fait? Est-ce qu'il y a des indications quelque part? Est-ce qu'il y a bien, le site web de la MRC sur les matières résiduelles. Est-ce qu'il définit autant ou oui, quand même. Sinon, celui de la ville de Montmagny, quand on va voir vraiment la gestion du bac brun, il y a vraiment une liste de tout ce qui est accepté, tout ce qui ne l'est pas. T'sais, en fait, les cartons, c'est surtout ceux qui sont souillés parce que sinon, on peut très bien les mettre sans problème dans le recyclage. Mais il ne faut pas qu'ils soient souillés? Non, c'est ça. Bien, pas dégoulinant ou... oui, OK. Bien, lui, il peut aller là. Celui qui est dégoulinant. Oui, celui-là, un petit peu moins pop, là, il peut aller sans problème dans le bac brun. OK. Bac bleu. Bac bleu, comme on l'a dit tantôt, tout ce qui a un insigne recyclable de 1 à 7 sauf 6. Tout ce qui n'a pas qui a juste un signe recyclable, finalement, va pas être accepté. Je sais que c'est étonnant, là. Il y a des gens qui sont surpris quand on leur dit ça. Puis je le comprends, mais à ce moment-là, on va plutôt éviter. Sinon, tout ce qui est canne de conserve,
imprimé, carton. Ça ressemble généralement à ça. Est-ce qu'encore aujourd'hui, après 8 ans, est-ce qu'on retrouve à l'intérieur du bac bleu, parce que tu en vois, des choses qui iraient dans la poubelle? Ben oui, justement, les plastiques sans numéro, ça se retrouve parce que aussitôt qu'on voit souvent un signe recyclable, on se dit, bon, ça va aller dans le recyclage, logiquement. Mais parfois, on oublie justement qu'il faut regarder le numéro. C'est principalement ça, là. Sinon, il y a des trucs de construction. Des fois, ça va aller plus... je sais que nous, à Saint-Fabien, on a un gros conteneur pour ce genre de type-là. Donc, peut-être s'informer aux municipalités à ce moment-là pour voir quoi faire, par exemple, avec nos morceaux de clabard, etc. Là. Comme des grandes vitres, ça va pas dans le recyclage. Fait qu'à ce moment-là, c'est plus s'informer... C'est l'éco-centre, c'est plus Oui, l'éco-centre. c'est ça. C'est plus s'informer aux municipalités ou aller à l'éco-centre, justement, pour ce genre de trucs-là. Voilà. Et là, ce que je comprends, c'est que ce qui ne va pas là, puis il ne va pas là, va là. Exactement. On finit C'est pour par... ça que tu voulais commencer avec le Val-Brun. Exactement, parce que quand on trie bien, puis on est informé de ce qui se passe, une fois que tout est bien fait, il n'est pas supposé d'avoir énormément de choses dans les déchets, tu sais. Peut-être un peu de poussière si vous passez la balayeuse, vous jetez les résidus. Mais mis à part ça, tout ce qui est nourriture est supposé être dans le bac brun ou dans le compost domestique, là, si vous en avez. Sinon, ça s'en va dans le recyclage. Et quand ça s'en va ni dans le recyclage, ni dans des éco-centres, à ce moment-là, ça va dans les déchets. Là. Donc, puis, tout ce qui est informatique, les municipalités ont aussi des dépôts. Donc, vraiment, ce qui se retrouve là-dedans, il ne devrait pas en avoir énormément, là, une fois que le tri est bien fait. Là, tu travailles pour l'été, pour la MRC. Oui, exactement. Et là, tu vas faire le tour de toutes les municipalités. Exactement. Tu vas lever le couvert. Exactement. Puis tu vas regarder ce qu'il y a dans le couvert, ce qu'il y a dans le contenant, pour t'assurer que les gens suivent bien les recommandations. Ce que tu disais tout à l'heure, parce que c'est vrai que des fois, ça devient compliqué. Tu sais, les bouteilles d'eau, là, je le retiens, là, avec un triangle, 1 à 7, mais pas 6, il faut le savoir. Ben oui, exactement. Alors, si on ne veut pas envoyer, parce que c'est pesé à la tonne, la ville paye à la tonne. Oui. Donc, si on veut faire bien notre travail de récupération, on peut aller sur les sites de la ville de Montmagny, c'est ça, j'ai compris? Ville de Montmagny. C'est bien indiqué? Oui. C'est sous l'onglet, vous cherchez par exemple sur Google Ville de Montmagny ou MRC de Montmagny, matière résiduelle. À ce moment-là, il va y avoir des tableaux très bien illustrés, puis tout ça. Puis moi, ben en fait, ce que je vais faire, c'est que souvent, j'envoie des rappels aux municipalités. Donc, les citoyens, par le biais de rappels envers leur page Facebook des municipalités, vont en avoir quand même assez fréquemment durant les à peu près 10 prochaines semaines. Myriam, en 30 secondes, est-ce qu'on va avoir bientôt un bac rouge, puis un bac jaune-orange, puis un bac, je ne sais plus trop quelle couleur? Non, je ne crois pas. On va rester aux 3, puis c'est avec juste assez, je pense. Okay. Il n'y en aura pas d'autres, là? Non, c'est fini après ça. Alors, je te souhaite un bel été, merci, un bon travail. Merci, merci parce que c'est très instructif, Lucie et toi, ce que vous nous avez appris aujourd'hui. Alors, j'espère que vous en avez appris plus sur la façon de vous servir de ces 3 bacs-là, parce que maintenant, bien, c'est rigoureux, il faut le faire. Puis, c'est pas seulement pour la ville, c'est aussi pour nous et pour ceux qui nous suivent. Voilà, bien, ça complète. Merci, Myriam Bélanger, qui est responsable de la sensibilisation à l'environnement. Et on avait aussi Lucie Lacasse, qui est technicienne en environnement pour la MRC de Montmagny. Ça complète. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Magloire, Montmagny, 248-7474. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Toute l'équipe de la Clinique dentaire Montmagny, 63 boulevard Taché-Ouest, est heureuse d'informer sa clientèle que la Clinique dentaire sera ouverte tous les lundis soirs de l'été.
La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 418-248-2175. On vous attend. Chez Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, on est là, à proximité, pour vous offrir tous les services en assurance. De l'accueil à la direction générale, en passant par les agents, la souscription, la comptabilité, la prévention et l'indemnisation, des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Dans le cadre de la série Regards sur Berthier-sur-Mer, nous découvrirons aujourd'hui dans ce premier épisode l'histoire de Berthier, les origines. Bonjour, M. Richard Galimois. Bonjour, M. Lavoie, bienvenue à Maire Berthier. de Berthier. Eh oui, déjà depuis 5 ans. J'ai entamé mon deuxième mandat il y a un an, en 2017, mais auparavant, j'ai été 8 ans comme conseiller municipal. À cette époque-là aussi, j'ai dû être maire suppléant pendant au moins 6 mois, ce qui m'a donné la piqûre, puis aujourd'hui, Vous vous êtes fait la main, comme on dit. Et voilà. Et donc, vous êtes natif d'ici. L'histoire de Berthier, pour vous, là, vous pouvez nous entretenir 2-3 jours là-dessus. On pourrait, je pense qu'on n'a pas assez de... Pas assez de temps. J'aimerais justement que vous nous parliez un peu de Berthier, les origines, tout ça, parce que je sais que ça ne s'appelait pas Berthier-sur-Mer au départ. Non. Au départ, je vous dirais, ça remonte à 1672. On va avoir 350 ans en 2022. Oh. Donc, il y a de l'histoire à raconter. C'est pour ça que Faut faire un party, oui, c'est prévu. C'est prévu. Mais en 1672, la seigneurie, à cette époque-là, a été donnée par Nicolas Marcellet à Alexandre Berthier, Isaac Alexandre Berthier, qui a été propriétaire de la seigneurie de Berthier, de là le nom. À l'époque, la seigneurie avait 10 km de large par 10 km de profond. Et ça, au fil des ans, ça a été séparé en 2 paroisses, dont celle de Notre-Dame de l'Assomption de Berthier-sur-Mer. C'était pas Berthier-sur-Mer à l'époque, mais de Notre-Dame de l'Assomption de Berthier. Et l'autre, plus tard, s'est appelé Saint-François de la rivière de Sade du Sud. Okay. Donc, c'est là que l'histoire a commencé. Donc, après ça, en 1672, M. Alexandre Berthier s'est marié, a eu 3 enfants et a installé sa première résidence à l'endroit où aujourd'hui on retrouve les vestiges du manoir des Néchaux. C'était la base de Berthier-sur-Mer. À cette époque, ça s'appelait Berthier. Un an plus tard, un autre seigneur lui a légué une autre terre dans le coin de aujourd'hui Berthierville. De là, qu'il y a eu 2 seigneuries de Berthier, 2 paroisses de Berthier, dont celle de Berthier en bas et celle de Berthier en haut. Donc, Berthier en bas, Berthier en haut. Oui. Puis là, tout à coup, quand a-t-on décidé de faire Berthier-sur-Mer? Berthier-sur-Mer, ça s'est décidé en 1971, une décision du conseil municipal. Il fallait justement distinguer les deux, la ville de la municipalité du bas. On a donné le nom de Berthier-sur-Mer à l'époque parce que ici le fleuve s'élargit. Il y a quelques kilomètres de distance de l'autre rive. Et en même temps, on est à la limite des eaux salées et des eaux douces. Donc, de là, on a donné l'appellation de sur-mer. Okay, c'est depuis Berthier-sur-Mer. Oui. C'est vrai que même si c'est le fleuve, on dit toujours qu'on va à la mer. Oui, donc c'est pas encore la mer. On est encore dans le fleuve parce que la mer même dépasse l'embouchure du Saint-Laurent. Mais à partir de là, l'histoire... Parce que moi, je suis natif de Rimouski. Oui, c'est dans ce coin-là aussi, je pense. C'est ça. Mais l'histoire de Berthier... Il s'est passé toutes sortes... À quel moment ça a été constitué? Vous avez dit en 1600? En 1672. Je vous dis qu'en 1800... Donc, à cette époque-là, c'était plus la famille Berthier, puis les proches de la famille. Il y a eu 3 enfants, etc. Ils sont établis. Mais à partir, je vous dirais, la vraie constitution, c'est date des années 1850 quelques, là, où on a vraiment établi la paroisse de Berthier. Et à ce moment-là, il y avait 40 habitants qui habitaient Berthier. Aujourd'hui, on est rendu à combien? Avant ça, 20 ans plus tard, il y a eu une augmentation, ils sont passés de 40 à 258. Et aujourd'hui, on a franchi le cap des 1600 habitants. Ça, de façon régulière, mais durant la période estivale, la population est plus forte. Il fut un temps où on doublait, je vous dirais, de population. À l'époque, on était environ 1200, 1500. On doublait de population. Beaucoup de maisons, aujourd'hui, se sont transformées, des résidences saisonnières se sont transformées en résidences parce qu'on a fourni les services. Et vous êtes toujours en croissance, Berthier. C'est une des municipalités où je dirais la municipalité de la MRC de
Montmagny qui se développe le plus. Je vous dirais, depuis au moins les 10 dernières années, on progresse à environ de 10 nouvelles portes par année. Donc, notre population croît toujours. Depuis quand a-t-on dit Berthier-sur-Mer, la capitale de la voile, et pourquoi? Bien, il fut un temps dans les années populaires de la voile, des planches à voile, je vous dirais dans les années 80 ou à peu près, le boom de la planche à voile a fait en sorte que beaucoup de véliplanchistes, à l'époque, les kitesurfers n'existaient pas, mais beaucoup de véliplanchistes ont pratiqué leur sport sur la plage et au quai actuel. Il y avait des beaux plans d'eau, du bon vent, etc. Donc, c'est à partir de là qu'on s'est auto-proclamé la capitale de la voile, et ça nous est resté. Berthier a une population active. Combien de bénévoles ou combien d'organismes bénévoles opèrent ici à Berthier? Je vous dirais qu'actuellement, on est environ une dizaine d'organismes bénévoles qui opèrent, que ce soit l'Âge d'Or, plusieurs autres organismes, mais entre autres, il y a la Corporation touristique qui, à elle seule, gère 3 fêtes principales. Et des fêtes majeures. Fêtes majeures. Comme? Entre autres, on vient justement de terminer la Fête des Arts et Traditions, qui en était à sa 21e édition en fin de semaine dernière. Donc, habituellement, c'est tout de suite la fin de semaine suivant la Fête du travail. C'est sur une période de 2 jours. Il gère aussi les fêtes de la Saint-Jean. Ça, c'est très gros ici. C'est très couru aussi, c'est populaire. On fait ça sur le site du Manoir des Néchaux, donc avec des feux d'artifice splendides. Donc, ça attire en son lot de touristes. Je vous dirais 2 à 3 000 personnes qui viennent chaque année, bon an, mal an. Pour l'événement. Pour l'événement seulement. Beaucoup d'activités durant la journée. Donc, c'est assez intéressant. Quand la température est de notre côté, bien sûr. Puis, il organise aussi la fête d'hiver en période hivernale. Puis il y a une dernière fête qui vient tout juste d'arriver. C'est tout nouveau de cette année. On a une première édition qui fut un succès. On a appelé ça le Festival Bière et Barbecue. Une belle fête qui a attiré au-delà de 1 300 personnes, où on pouvait, entre autres, voir à l'œuvre 15 chefs ou cuisiniers qui cuisinaient des mets en compétition pour D'ailleurs, le je vous ai vu là, puis c'était vraiment intéressant. Il y avait même du monde, les gens étaient heureux. J'étais même juge. En plus, j'ai eu le loisir et le plaisir de déguster les mets qui sont préparés en les exécutions, les chefs-d'œuvre. Exactement, c'était très, très, très bon. Il y avait aussi sur place l'occasion de déguster 40 bières de microbrasserie, 40 sortes de bières de microbrasserie. Ça, j'ai dégusté un peu, ça. J'ai pas eu le temps de goûter les 40, mais je vous dirais quand même plusieurs. Mais là, le juge aurait été moins bon, là. Les gens de Berthier, on les appelle comment? Les gens de Berthier sont des Berthelais ou Berthelaises. Oui, le vrai nom. Il y a un surnom aussi. Ben oui, c'est ça, le surnom. Pourquoi le surnom? En fait, on nous surnomme les casques de fer. Et selon l'histoire que j'en sais, il y a 2 versions. Il y a la première version qui, à l'époque de la marine marchande, on avait un grand quai en place et les bites qui servaient à amarrer les amarres. De loin, ça ressemblait à des têtes en acier, des cases de fer. Ça, c'est l'explication historique. C'est ça. Mais la vraie explication... La vraie explication, on a toujours eu la réputation d'avoir la tête dure et d'être fonceur, donc ça nous est resté. Moi, c'est ça qu'on m'avait expliqué. On ne m'avait pas expliqué l'autre. Et je vous dirais que ce nom-là ne nous fait pas honte du tout, car on a des équipes de hockey, de balle, etc., qui portent le nom de casque de fer. Oui. On s'en fait une fierté. Vous êtes hyper compétitif, les gens en parlent. La gang de Berthier, c'est du monde compétitif. C'est du monde compétitif, effectivement. Le parc Jean-Lesage a été aménagé. Dans le fond, c'est un bout de terrain qu'on avait qui ne servait à peu près à rien. On a eu l'occasion puis la chance d'avoir une offre de la Ville de Québec en 2005. Okay. Il avait entreposé le buste de Jean Lesage qui avait été produit par Raoul Hunter, un artiste qui avait fait le buste et il n'y a pas d'endroit, je pense, à Québec pour l'installer. Donc, on nous a offert le buste. Et nous, on a sauté sur l'occasion, d'autant plus que M. Lesage a résidé ici en résidence saisonnière. Il y avait un chalet ici dans l'Anse, je dirais entre les années 47 à 59. À cette époque-là, ou un petit peu après, il était député de Montmagny-Lillet. Monsieur Galibra, vous nous avez parlé tout à l'heure. On était où l'église, puis tout ça, on était dans le parc. Mais avant l'église actuelle, il y a eu... Un autre emplacement. Il y a eu un autre emplacement. En fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le trou de Berthier, le Marina Road,
côté ouest, il y a aujourd'hui l'école apostolique qui est encore, qui est aujourd'hui habitée par des privés, mais qui a appartenu jadis à une congrégation. C'était l'école apostolique. Je pense qu'il y a eu de l'enseignement dans ce bâtiment-là. Et sur les mêmes lieux, il y a eu la première église de Berthier. C'était pas une grosse église à cette époque-là, on s'entend, il n'y a pas beaucoup de population, mais l'église était là. Je pense qu'elle a été détruite et après ça, il s'est reconstruit une chapelle qui est encore là aujourd'hui, mais qui n'a plus de vocation religieuse. Il y avait même le cimetière, puis il semblerait qu'avec le temps, avec l'érosion des berges, à un moment donné, le cimetière commençait à se vider. Donc, on a décidé de reconstruire une église au village et de réaménager le cimetière à l'endroit où il est actuellement. D'ailleurs, l'église qui a été construite a été faite en 1851, donc l'autre devait être un petit peu construite auparavant. La première messe fut dite en 1859 par le curé Bonenfant. OK. Puis, vous avez derrière nous la toile qui est au-dessus de l'autel, qui démontre l'ascension de la Vierge. Oh! Étant donné que notre paroisse, on l'appelle Notre-Dame de l'Assomption. Ensuite, vous me parliez d'un bateau. Oui. Alors, le bateau qui est suspendu à la voûte de l'église, ce bateau-là est là depuis 1873. Il a été construit par un monsieur Tremblay, c'est un menuisier. Puis, on l'a nommé le Saint-Joseph. Pourquoi? Bon, je vais vous dire pourquoi. C'est 4 capitaines de Berthier qui l'ont acheté, qui ont fait don de ce bateau à l'Église pour assurer leur protection quand ils partaient en mer. En mer. Dans ces années-là. Et pour accompagner ce beau bateau, l'Église s'est dotée d'un orgue Casavant. Puis l'orgue est là depuis 1929. Alors, on appelle ça un orgue à 10 titres. Mais les gens les musiciens connaissent un petit peu qu'est-ce que c'est. Oui. Alors, on est bien fiers. Apparemment que, quand on l'entend, c'est sûr que l'harmonie, c'est remarquable. Ah ben oui. On sait que les orgues Casavant, ils ont une très belle réputation à ce moment-là. Mondialement reconnu. Mondialement reconnu, oui. Hein? Oui. Et il est arrivé des choses moins drôles à Berthier. Tout à coup, j'ai appris que le clocher a tombé. En 1954. C'est dû à quoi? Du mauvais temps. Oh. Un orage vraiment avec beaucoup de violence, puis des vents très, très forts ont fait que le clocher a été décroché de sa base, puis il s'est retrouvé complètement dans le stationnement, en avant de l'église. Puis nous autres, moi je m'en souviens, j'avais 7 ans. Puis moi j'ai grandi à 2 pas de l'église, alors on a vu le clocher à un moment donné qui était étendu de tout son long. Puis selon la légende, il y a toujours une légende, des faits historiques, les gens du temps disaient que c'est le coq qui en était responsable. Ah oui? Parce que le coq, il s'ennuyait tout seul. Puis quand le clocher a tombé, on l'a retrouvé dans le poulailler du voisin. Les légendes, c'est ça? Hein? C'est ça, les légendes. Mais on va s'en tenir aux faits historiques du clocher. Voilà! La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248 0071.
Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Impression Rive-Sud fête ses 35 ans. Imprimerie dynamique par son offre et ses équipements diversifiés, dépliants, brochures, pochettes et bien plus. Ils sont les spécialistes de l'imprimé. Impression Rive-Sud, leur expertise un atout majeur pour les entreprises de la région. Penser mieux. Dormir mieux. Vieillir mieux. Guérir mieux. Créer mieux. Apprendre mieux. Respirer mieux. Rire mieux. Diriger mieux. Réfléchir mieux. Travailler mieux. Connecter mieux. Décompresser mieux. Sourire mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Et vous, qu'allez-vous faire de mieux? Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Dans le cadre des Belles histoires de la Côte-du-Sud, nous vous présentons aujourd'hui un autre joyau de notre belle région, Promutuelle Montmagny-Lillet. Et aujourd'hui, ensemble, découvrons ses origines. Promutuelle Montmagny-Lillet a des assises très profondes, car la mutualité incendie au Québec depuis 1835 est au cœur de l'histoire de Promutuelle. Les compagnies d'assurance mutuelle contre le feu, qui naissent au Québec dans les premières décennies du 19e siècle, répondent essentiellement à un besoin élémentaire d'entraide et de sécurité. Elle vise alors un ensemble de services de solidarité sociale, l'assurance devant prémunir les membres contre certains risques et leur garantir une indemnité exigible à la suite d'un événement ou d'un sinistre quelconque. Le fonctionnement des sociétés repose principalement sur un mode de démocratie directe. Elles sont soumises au contrôle des bénéficiaires qui ont le double rôle d'assuré-assureur. Donc, s'unir pour faire face à l'adversité. C'est au milieu des années 1830 que sont apparues les premières mutuelles incendie québécoises. Pendant longtemps, on a cru qu'elles avaient d'abord été formées en milieu rural par et pour des cultivateurs. En fait, c'est plutôt du côté des villes qu'il faut chercher les origines de la mutualité québécoise. Et, dans le cas de la mutuelle incendie, les initiateurs appartiennent davantage au milieu des affaires qu'à la classe agricole. Et vite, le mouvement devient populaire. Le mouvement atteint non seulement les rangs de l'élite rurale, les notables villageois et les importants propriétaires italiens, mais également les agriculteurs plus modestes y trouvent une occasion de s'assurer à des coûts certes moindres que ceux offerts par les compagnies d'assurance à charte. La mutuelle
de Montmagny vit le jour en 1872 et son siège social était à Saint-Thomas. Elle était la 5e mutuelle après Rouville et Sherbrooke en 1835, Beauharnois en 1852 et Montréal en 1859. Donc, on est porté à penser qu'à cette époque, c'était totalement différent d'aujourd'hui. Loin de là. Plus ça change, plus c'est pareil. En 1931, plus de 2000 incendies sont causés par des fournaises ou des poêles défectueux. Mais la palme revient toutefois aux fumeurs imprudents. Quelques 5000 feux, soit le tiers des sinistres recensés, sont imputés à la cigarette et aux allumettes. Et c'est en 1956 que naît la Fédération des sociétés mutuelles d'assurance contre le feu, devenue depuis Groupe Mutuel Fédération de sociétés mutuelles d'assurance générale. C'est un projet qui a mûri longuement puisqu'il en était déjà question à la fin des années 1930. On l'a mentionné, le marché évolue. Donc, les lois qui touchent le domaine des assurances entre 1976 et 1985 autorisent les mutuelles à élargir leur gamme de produits et services. Aujourd'hui, les sociétés mutuelles offrent à leurs membres assurés des protections en assurance habitation, automobile, agricole et commerciale. Pour en savoir plus près de nous, nous avons aujourd'hui M. Pierre Beauregard, directeur général de Promutuelle Montmagny-Lillet. Bonjour, M. Beauregard. Bonjour, M. Lavoie. Et aujourd'hui, c'est le fun, on parle de Promutuelle Montmagny-Lillet. Oui. On va connaître la belle histoire de cette organisation-là qui est implantée ici depuis très longtemps. On en a parlé tout à l'heure. Mais j'aimerais, moi, que vous nous parliez du passé, mais du passé récent. C'est-à-dire, comment c'est arrivé, la croissance et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait une Promutuelle, une entreprise comme ça, en excellente santé? Donc, à vous la parole. Bien, si on commence l'histoire, bien, on l'a vu tout à l'heure, Promutuelle, c'est une organisation qui a commencé toute petite, dans les micro-régions, oui, dans les petits villages, et ça fait au-delà de 165 ans que Promutuelle existe. Pas comme on la connaît aujourd'hui. Non. Évidemment, c'était au début des gens qui, dans le fond, par mutualité, s'entraidaient. Voilà. S'entraidaient en cas de, principalement dans le monde agricole, et s'entraidaient en cas de sinistre, de feu principalement. Puis, je veux dire, les gens n'ayant pas accès à ce moment-là à des compagnies d'assurance plus dans les grands centres, bien, c'était comme des corvées. C'était de la solidarité, c'était de la mutualité. Et puis, ces gens-là se mettent ensemble pour, après ça, village par village, si d'un des leurs avait un problème, bien, ensemble, ils pouvaient reconstruire et repartir. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, les installations, lorsqu'on parle agricole, bien, les installations étaient quoi? 10, 12, 8 vaches. Ah ben oui, c'était tout petit. Oui. On ne parlait pas de 400-500 vaches. Non, aujourd'hui, c'est une autre époque, mais, ben oui. Mais quand même, les débuts, ce sont les débuts. Et là, après ça, bien, ça a évolué. Il y a eu des regroupements de mutuelles de villages et se sont grossis. Et Promutuelle Montmagny-Lillet, comme on la connaît aujourd'hui comme entreprise, bien sûr que le Montmagny-Lillet vient du fait d'une fusion des sociétés en 2008 de la Promutuelle de Lillet, donc qui était installée à Saint-Jean-Port-Joli et après Saint-Pamphile. Saint-Pamphile, oui. Et aussi la mutuelle de Montmagny, qui aussi avait un bureau à ce moment-là à Cap-Saint-Ignace. Oh, okay. Là, maintenant, on a conservé 3 pôles. On est une compagnie d'assurance. En assurance, on est un petit peu... on est moins visible à l'extérieur. Oui. Hein? Chez nous, on vend des contrats d'assurance. Oui. C'est sûr que c'est du papier. C'est souvent, des fois, de plus en plus, c'est en ligne, donc on ne touche même pas au contrat, c'est informatisé. Et je dis, on n'a pas de salle de montre en avant de nos bureaux, on n'a pas de choses pas neuves. De showroom, comme on dit. Non, c'est ça. Ce qu'on vend, c'est des conseils oui. Dans le domaine de l'assurance.
on dit souvent qu'on vend une tranquillité d'esprit. Donc, voilà. Essayons de traduire ça en chair et en os, mais une tranquillité d'esprit, ben, c'est ce qui nous permet de bien dormir et après ça de continuer. Mais... Donc, Promutuel, bon, c'est un organisme, il y a un conseil d'administration, il y a un président, il y a des administrateurs. C'est quoi le fonctionnement? Puis est-ce que, je ne sais pas, que je regarde, entre autres, une autre coopérative qui essaie d'avoir des représentants à peu près de tout le territoire, parce que vous couvrez quand même 2 MRC. Oui. Donc, est-ce que vous avez des représentants à peu près des 2 MRC? Promutuel, le mot mutuel est là. Au Québec, il y a le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Oui, OK. Un organisme provincial. La mutualité est très semblable à la coopération qu'on connaît plus par Desjardins ou d'autres coopératives agricoles, d'autres coopératives à l'île aux grues. Enfin, on est habitué avec le monde coopératif. Le monde mutualiste, c'est la même structure. Okay. On a un conseil d'administration, nous, chez Promutuel, de 8 personnes. Puis effectivement, les 8 personnes, actuellement, on a la structure qu'on a votée à notre dernière Assemblée générale, c'est la suivante, c'est qu'il y a 3 personnes, 3 postes d'administrateurs qui proviennent de la MRC de Lillet. Il y a 3 postes d'administrateurs qui proviennent de la MRC de Montmagny. OK. Et il y a 2 postes que ça peut être un peu partout au travers les 2 MRC. OK. Donc, ça permet une représentativité, enfin, des territoires de façon équilibrée. Et puis, ce qui nous permet d'avoir des gens autour de la table qui sont impliqués, puis qui sont représentatifs de leur milieu, puis sont au courant de ce qui se passe aussi dans leur milieu. Parce que moi, j'ai regardé le beau livre que vous m'avez prêté, justement, sur la mutualité incendie puis tout ça, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a un parallèle avec, exemple, la mutualité incendie, Promutuel, et je me rappelle, dans le temps, j'ai vu l'UCC, l'Union catholique des cultivateurs, ou l'Union des cultivateurs catholiques, qui avait des représentants, donc, parce que moi, c'est venu me chercher, parce que j'ai un oncle à Rimouski qui a été président de ça dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on regarde, c'est tout un ensemble d'individus, c'est tous des gens qui ont à cœur de s'aider, de s'entraider. Ben, chacun a son rôle. Lorsqu'on parle d'une structure dans une organisation comme la nôtre, le conseil d'administration est là, enfin, pour faire du travail, plus de planification stratégique, planification d'affaires, donc de supporter la direction générale pour, évidemment, prévoir ou penser ou réfléchir à des stratégies qui, après ça, vont être diffusées à l'ensemble de nos employés. Nous autres, chez nous, le conseil d'administration ne s'implique pas au niveau du terrain. Ben non, il n'est pas dans le quotidien du tout. Faut pas aussi. Ça serait terrible. Parce que c'est le domaine de l'assurance, on ne se cache pas, est un domaine spécialisé. Ça prend des permis qui sont délivrés par des autorités réglementaires gouvernementales. Tu t'improvises pas dans ça. Non, ben non, c'est très... C'est pas comme un vendeur de char. Non, ben même encore là, souvent, il y a des permis qui sont exigés, des formations. Mais le conseil d'administration se réunit à peu près une fois par mois. Et évidemment, le travail de la direction générale, c'est d'amener les sujets, d'amener les discussions. Nous sommes représentés, nous avons un représentant de notre mutuelle, donc notre président, qui, lui, représente un siège au conseil d'administration du groupe Promutuel, qui est à la grandeur de la province. Parce que n'oublions pas qu'au Québec, nous sommes 16 mutuelles comme la nôtre, donc 16 sociétés. Il y en a au Lac-Saint-Jean, il y en a à Montréal, il y en a dans le bas du fleuve, il y en a ici, il y en a à Québec, enfin, à la grandeur du Québec. Vous couvrez la province. Toute la province de Québec. Alors, notre président, lui, a un rôle, un siège au conseil d'administration du groupe. Et encore là, c'est un autre niveau de stratégie, de réflexion, de discussion de dossiers. Je pense que c'est un groupe provincial. Alors, oui. Mais encore là, c'est parce que souvent, il y a des gens dans notre milieu qui sont nés, Promutuel existait. Hein? Ah, OK, oui. Alors, Promutuel est... C'est dans leur quotidien. Ça a toujours été là. C'est souvent c'est comme respirer, acquis. Là, c'est comme normal. On est habitué, on connaît ça parce que, bon... Les questions d'actualité, encore une fois, je réfère au fameux livre et tout ça. Il y avait une photo d'une des premières assemblées annuelles de la Fédération de l'air. En tout cas. Et on voyait, c'était tout du beau monde en cravate. Ouais. Et il y avait une madame. Et là, on disait,
À l'époque, c'était pas. À l'époque, une madame dans toute la salle. Aujourd'hui, quelle est la représentativité? Exemple, sur votre CA, est-ce que vous avez des dames? Oui. OK. Actuellement, là, écoutez, on a moitié. On a 4 femmes, 4 hommes sur le conseil d'administration. Bon. On est à parité. Et puis, je vous dis... C'est meilleur que d'autres choses. Dans nos bureaux, quand les gens qui viennent nous voir, ils s'aperçoivent facilement qu'il y a beaucoup plus de dames au bureau qu'il y a d'hommes. Bon, c'est dans le domaine financier, c'est pas mal partout comme ça. Mais je veux dire, je pense qu'on est une entreprise qui respecte très bien ces critères-là. Non, c'est bon. C'est bon parce que même aujourd'hui, on est en 2019, c'est pas toutes les entreprises qui pensent comme ça. T'sais? Mais que vous ayez la parité, c'est génial, c'est extraordinaire. Nous autres, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'avec un de nos anciens présidents, M. Ladurantais, qu'on travaille depuis longtemps pour amener, évidemment, rajeunir enfin notre conseil d'administration, puis aussi amener des dames au sein du conseil d'administration, qui fait que maintenant, je pense qu'on est un modèle de conseil d'administration qui se cadre bien dans la vie qu'on a aujourd'hui. Excellent. Voilà. Monsieur Beauregard, je vous remercie. Ça fait plaisir. C'était notre premier épisode. On s'aperçoit qu'on a un passé extraordinaire. Ouais. Semaine prochaine, on plonge dans le présent. Parfait. Bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Tu voulais me parler, Victor? Il nous faut une entrevue. Un trafiquant de drogue canadien. Il a été arrêté à Bangkok. Un important réseau de trafic d'héroïne a été démantelé. C'était dans le communiqué de presse. Il n'y a rien dans le communiqué de presse. C'était une opération illégale. C'est eux qui ont payé. Qui a payé pour tout ça? Les agents fédéraux, c'est eux qui ont tout payé. Parle d'héroïne pure importée en Colombie-Britannique. Je veux plus y aller. Tu le fais ou je t'écorche vivant, est-ce que c'est clair? Ils m'ont fait des menaces! Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. La résidence Manoir Saint-Louis, c'est une entreprise familiale qui met à la disposition de ses résidents autonomes et semi-autonomes tous les services et divertissements dans une ambiance de confort, de respect et d'écoute. La résidence Manoir Saint-Louis fait sur mesure pour vous, 248-0071. Un nouveau bureau d'avocat ouvre ses portes à Montmagny. Maître Jérôme Théberge offre maintenant son expérience à la population de la région pour des services juridiques. Jérôme Théberge, avocat, 20 avenue Saint-Médouard, Montmagny, 248-7474. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de Guy Simard-Auto qui fait la vente de voitures usagées, la réparation et l'entretien de votre véhicule. Guy Simard-Auto, 401 boulevard Taché-Est, Montmagny, 241-5611.